Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. Au menu de cette émission, Océane Nicole, bonsoir. Bonsoir Mathias. On va parler bien évidemment de ce traitement, de ces mauvais traitements plus exactement, subis par les otages qui commencent à parler. Tout à fait, puisque c'est le point commun de ces témoignages, des conditions de détention extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, inhumaines donc pour ces otages qui ont passé 738 jours dans la bande de Gaza, la plupart du temps seuls et isolés. Alors évidemment, c'est la faim qui domine, puisqu'ils ont eu, évidemment, ils étaient en malnutrition extrême. Pour la plupart, ils ont perdu des dizaines de kilos, certains jusqu'à un tiers de leur poids. Eitan Or n'a perdu 60 kilos et Avitan Or a lui perdu 30 à 40% de son poids. Il mangeait une demi-pita par jour. Ron Braslavski raconte qu'il mangeait, lui, 3 pois chiches par jour et il manquait d'eau et de nourriture. Et il recevait évidemment très peu de nourriture. Les terroristes qui mangeaient devant eux sans évidemment leur donner de la nourriture. Il y a aussi le fait qu'ils aient été battus, et ce, évidemment, pendant leur captivité. Mais il y en a qui racontent que dès le 7 octobre, lorsqu'ils ont été pris par les terroristes, eh bien, ils ont été battus. C'est notamment Segev Kalfon, 27 ans, qui raconte que lorsqu'il a essayé de s'échapper du festival Nova, eh bien, il a croisé des dizaines de terroristes qui lui ont donné des coups de pied, des coups au ventre, des coups de crosse. Et il raconte, vous allez le voir, au bout de quelques minutes, je cite, on ne sent plus les coups, on ne ressent plus rien, juste le silence, 1 minute avant la fin de la vie. Des coups qui ont donc évidemment continué dans la bande de Gaza. Un témoignage similaire de la part de Ron Braslavski qui a lui 21 ans. Sa maman raconte que entre avril et juillet, ils l'ont battu plusieurs fois par jour avec un fouet et d'autres objets que je préfère ne pas nommer. Des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient enfermés, menottés des pieds et des mains dans les tunnels. Ils voyaient pas la lumière du jour. Avinatan Or d'ailleurs et depuis, étant donné... C'est tassé de 3 cm. Il s'est tassé de 3 cm tellement il était donc dans les tunnels. Ils étaient obligés de creuser eux-mêmes une fosse. Elkana Borot, il s'est douché 1 fois en 2 ans. Donc c'est pour montrer les conditions donc extrêmement difficiles de ces otages qui sont donc heureusement maintenant tous en liberté. Mais il va falloir beaucoup de temps évidemment pour qu'ils se remettent de nouveau à une vie normale. Merci pour toutes ces précisions et ces détails plus morbides les uns que les autres. Jean-Dominique Merchet, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires. D'abord, une première réaction à ce que vous entendez. J'ai l'impression de revivre une époque médiévale. Enfin, il n'y a pas de terme, en fait. C'est terrifiant d'entendre ces témoignages dont franchement, on en entend assez peu parler en France. Et effectivement, c'est absolument épouvantable. Et donc, je compatis vraiment avec ces gens et je sais que certains seront victimes de syndrome post-traumatique. Ça va les accompagner longtemps. J'espère qu'ils auront tout l'accompagnement psychologique nécessaire. Je crois d'ailleurs qu'ils l'auront. Jean-Dominique Merchet, vous avez une longue carrière derrière vous. Ce n'est pas le premier conflit que vous traitez. Comment expliquer justement, vous disiez, on en parle peu en France. La France, le pays des droits de l'homme. Et ça, justement, ce qui touche aux droits de l'homme, ça n'est pas évoqué. Écoutez, il y a pour la première fois, je crois, depuis que j'observe les conflits et la politique française, une incroyable polarisation politique autour de la question israélo-palestinienne en France. Pour résumer de manière peut-être un peu caricaturale, mais on va dire que la gauche française est massivement pro-palestinienne et que la droite est quand même beaucoup plus pro-israélienne. C'est la première fois que c'est aussi net que ça, parce qu'avant, il y avait toujours des gens de gauche plutôt pro-israéliens autour du Parti socialiste, et puis des gens de droite plutôt anti-israéliens, une vieille tradition antisémite et une vieille tradition gaulliste, on va dire également, la politique arabe de la France, etc. Pour la première fois, on assiste à un clivage politique radical sur cette question. Et il est vrai qu'une partie des médias, des intellectuels sont plutôt de sensibilité de gauche dans notre pays. Et donc, effectivement, on sent une certaine indifférence, je dirais, au sort des otages et à la cause israélienne. Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question.
C'est-à-dire que, vous savez, la guerre, ça divise, c'est obligatoire, puisqu'il y a toujours une volonté manichéenne de voir qui est le plus faible et qui est le plus fort. Mais là, on ne parle pas de guerre, on parle de traitement d'un otage, d'un civil. Vous avez parfaitement raison. Et en plus, il y a eu des Français dans ces otages, mais ça a été balayé d'une certaine manière par la réplique israélienne sur la bande de Gaza, qui a totalement pris la lumière, qui a totalement dominé les débats. Et alors, il y a toujours des formules de politesse du style, oui, bien sûr, le sort tragique des otages, etc. Mais immédiatement, on vient, oui, mais regardez ce que fait l'armée israélienne, les massacres, avec toute la gauche française, jusqu'au Parti socialiste d'ailleurs, parle aujourd'hui de génocide. Thèse que je conteste, comme j'ai pu l'exprimer sur votre antenne déjà, mais donc on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures, pour résumer les choses. Est-ce que, justement, en parlant de deux poids, deux mesures, vous disiez il y a un mauvais traitement, mais, et puisqu'on parle de mais, chez certains de mes confrères, on ose comparer un otage à un terroriste qui a du sang sur les mains, qui serait appelé lui aussi un otage. C'est-à-dire qu'on compare en fait un otage israélien dans les geôles du Hamas à un terroriste palestinien. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est exact. Je crois que dans l'opinion publique, c'est pas tellement ça qui domine, c'est plutôt les victimes innocentes, les enfants de Gaza tués. C'est plutôt ça qui est l'objet de l'émotion. Mais vous avez raison, certains vont jusqu'à dire que les prisonniers palestiniens détenus en Israël sont des otages. Et évidemment, tout ça, on est dans une forme de confusion des esprits. D'autant plus incroyable que la France, elle aussi, a été victime de prise d'otages. J'ai des amis qui ont été journalistes, qui ont été détenus par des groupes islamistes. Alors, c'était pas à Gaza, c'était en Syrie, qui ont été torturés. Tous ont été extrêmement maltraités. On a été l'objet d'attaques terroristes de la part d'islamistes, donc on sait ce que c'est. Mais là, effectivement, pour la première fois, vraiment, je crois, une partie non négligeable, je ne dirais pas majoritaire, mais une partie non négligeable de l'opinion est devenue indifférente à la souffrance des otages israéliens et des Israéliens en général. La question à 1 000 euros. Dans ce cas-là, puisqu'on parle de conflits internationaux, est-ce que Emmanuel Macron, et je vais rester plutôt politiquement correct, est dépassé? Est-ce que la stratégie du président est dépassée? Écoutez, je crois qu'Emmanuel Macron a commis une erreur historique en ne participant pas à la manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023. Cette manifestation est pour moi un tournant dans l'histoire de notre pays. Je dirais presque de manière peut-être un peu exagéré, que cette manifestation met fin à la période qui s'est ouverte avec l'affaire Dreyfus en France. C'est-à-dire que depuis l'affaire Dreyfus, l'extrême droite était antisémite et la gauche était majoritairement devenue pour les Juifs, pour la défense des Juifs. Pour la première fois, on a vu, au contraire, dans une manifestation, donc au lendemain du 7 octobre, on a vu l'extrême droite, enfin le Rassemblement national, à la manifestation pour défendre les Juifs, et une partie de la gauche radicale, et les filles absentes de cette manifestation. C'est un bouleversement politique considérable. L'absence du président est absolument inacceptable. Il aurait dû être à cette manifestation. Et depuis là, ça a été de mal en pis d'une certaine manière, jusqu'à cette reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine, en dehors de toutes les conditions qu'il avait lui-même, à juste titre d'ailleurs, on peut le dire, posé: désarmement du Hamas, etc., libération des otages. Il l'a fait de manière prématurée. Donc je pense qu'effectivement, il a raté sa relation, cet objet, et qu'il n'y a pas aujourd'hui pas grand-chose à attendre de lui. Dernière question, Jean-Dominique Merchet. La France avait joué un rôle dans le Pelcops. Lorsqu'elle avait formé des responsables sécuritaires au point de passage de Rafah. Ça s'était passé avant le putsch du Hamas dans la bande de Gaza. Putsch d'ailleurs dont personne ne se souvient visiblement chez nos confrères.
qu'est-ce qui va changer? Puisque ces mêmes gendarmes de l'EPL-COPS, ces mêmes responsables sécuritaires avaient pris leurs jambes en leur cou lorsqu'il y avait eu ce putsch du Hamas et étaient partis. Le Hamas n'est pas désarmé aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui? Je crains que pas grand-chose. Vous savez, vous citez cet exemple des formateurs à Gaza. On pourrait citer le cas de la FINUL au sud Liban, où il y a une présence française depuis 1978, c'est-à-dire bientôt 50 ans. Et qu'est-ce que les choses, qu'est-ce que ces gens-là qui sont dépêchés sur place, ce sont des soldats ou des gendarmes qui font ce qu'on leur demande de faire, mais ce qu'on leur demande de faire n'est pas sérieux. Donc je pense que le rôle de la France et surtout au vu de la dégradation de la relation franco-israélienne restera, modéré pour être diplomate. Et pourtant vraiment quelques secondes. Les Français sont censés aller à Rafah, les Anglais sont censés gérer l'ordre dans la bande de Gaza. C'est de l'ordre de l'utopie? Écoutez, franchement, je crains... Oui, peut-être que ça se passera bien, mais Joker, là-dessus, vraiment, oui. J'espère que ça se passera bien, mais j'ai quand même les plus grandes réserves et les plus grands doutes. Voilà. Je ne sais pas si ça peut... Vous savez, la question, c'est qui va vraiment accepter d'affronter les gens du Hamas à Gaza, c'est-à-dire les forces qui seront déployées là-bas. Elles vont devoir écraser, d'une certaine manière, lutter contre le Hamas. Qui est capable, qui a l'intention, qui a les moyens de le faire? Je crois que la France ne sera pas au premier rang. Effectivement, au moins c'est clair. Merci, Jean-Dominique Merchet. Non, je le crains. Je ne m'en réjouis pas, mais je le crains. Voilà. Bien évidemment. Non, mais je disais que c'est clair parce que certains ont la langue de bois et vous ne l'avez pas, justement, sur ce point-là. Merci à vous d'avoir été dans Défense. Merci à tous. Merci. Il y a parfois des scènes, des émotions qu'il est difficile d'oublier, comme une marque indélébile sur le souvenir de ceux et celles qui ont vu l'horreur le 7 octobre. Le premier a ramassé les corps ou ce qu'il en restait des voitures du festival Nova. La seconde aurait dû être au festival, justement. Mais la veille, elle ne s'est pas réveillée. Ses amis sont morts ou ont été kidnappés. Shani Guidalia avec Yevgeny Brochenbacher. Plus de 2 ans ont passé depuis le 7 octobre. Et pourtant, dans le sud d'Israël, les traces de cette terrible journée restent visibles. 2 soldats israéliens ont accepté d'y retourner. L'un a dû retrouver les corps des victimes, l'autre a perdu des amis. Tous deux portent le même message, celui de la résilience. C'est ici, à Tkouma, que le capitaine N a travaillé avec son unité. Leur mission, ouvrir chaque voiture et récupérer des corps. Quand on est venu ici, on a dû ouvrir les véhicules, retirer même les sièges pour sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et des restes, je n'ai pas d'autres mots, des personnes qui ont été brûlées, qu'il fallait extraire, parfois même des cendres. On n'est jamais prêt pour une mission comme ça. On peut s'attendre à voir des corps, des images difficiles, mais quand on est arrivé, on a trouvé des membres, des os, des dents. Les centaines de voitures, calcinées, criblées de balles, ont été transportées depuis les kibbutzim du Sud, la route 232 et le festival Nova. Le capitaine N y est revenu non pas pour revivre les images, mais pour leur redonner un sens. Dans le civil, il travaille dans le domaine de la santé mentale. Sur le terrain, il forme désormais ses soldats à la résilience. Quand on était ici, tout était très technique. On arrive, on a une mission et on l'exécute. Dès que la mission est terminée, on rentre à la maison et c'est là que commence le travail le plus complexe pour chaque soldat et chaque soldate. Tous le gèrent et l'intègrent d'une manière ou d'une autre. Pour N, chaque véhicule porte une histoire. Pour la capitaine A, cette histoire, c'est celle de ses amis. Car une grande partie de ces voitures provenaient du site même du festival Nova, là où elle aurait dû se trouver ce matin-là. Un ami m'avait envoyé un message quelques jours avant pour me dire de venir à cette fête, que ce ne sera pas la même chose sans moi. Alors je lui ai répondu, tu sais quoi ? Ok, je viens. Il n'en revenait pas. Et le 6 octobre, ce soir-là, j'ai dîné chez ma sœur. Et je peux dire, oui, il y a une forme de providence divine. Parce que je ne me suis pas réveillée, malgré les appels de mes amis, ceux qui étaient venus me chercher pour aller à Nova.
Je me suis réveillée le lendemain matin, comme tout le monde, à 6h30 avec les alertes. Quelques heures plus tard, j'étais déjà mobilisée. Cette amie, c'était Elkana Borbot, libérée de l'enfer de Gaza après plus de 2 ans de captivité. Au moment où nous filmons ces images, Elkana se trouvait encore là-bas, dans l'enfer de Gaza. En quelques heures, la capitaine A appris la disparition de ses amis. Depuis, elle revient souvent ici. Pas pour comprendre, mais pour que leurs visages ne disparaissent pas avec le temps. Elle a choisi de se relever et de reprendre du service. Je me suis dit, on m'appelle, on a besoin de moi. C'est pour ça que je me suis engagée dans l'armée dès le départ. C'est pour ça que je suis montée en Israël. Ma mère m'a portée sur son dos d'Éthiopie pour venir ici. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. C'est mon pays. C'est tout ce que j'ai. Ma famille, les enfants que j'aurai un jour et les valeurs qu'on m'a transmises. 2 voix, 2 histoires, un même message. Dans cette guerre, le courage ne se mesure pas seulement à la force des armes, mais à la capacité de continuer à vivre. Les jours, les semaines et les mois qui suivent peuvent être très durs, mais il faut savoir se reconstruire. Certains soldats parlent, racontent les choses et ça les rend un peu plus normales. Mais il y en a d'autres qui préfèrent éviter certains endroits, certaines situations. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts, et personne ne pourra nous vaincre. Nous sommes tous ici réunis sous une même bannière. Israéliens, juifs, c'est notre maison. Alors oui, notre force, c'est notre unité, à 100%. Pendant notre rencontre, la capitaine A s'arrête devant un banc. Sur le bois, une phrase gravée, « Lo yeda od milchama », en français et plus jamais de guerre. Les initiales en hébreu forment le prénom de son ami, Liam, tué au Festival Nova. Il avait 26 ans. Ce banc a été construit à sa mémoire. À Tkouma, le capitaine N ressent la même chose. En marchant entre les carcasses, il reconnaît désormais les plaques, les noms, les histoires. Si on ne se relève pas, alors ils auront gagné. Mais on continue à vivre. Les gens qui étaient à Nova retournent danser. C'est ce qui nous donne la force de continuer et d'avancer. En ce qui me concerne, ce qui m'a aidé, c'est la foi. Pour ces 2 officiers, la résilience n'est pas un simple mot. C'est une manière de vivre et de continuer à espérer. Allez, on change complètement d'univers. Vous connaissez l'intelligence artificielle au service des civils, au service de tous et de toutes. Il s'agit également de trouver l'intelligence artificielle, Shani Guidalia, bonsoir, au cœur de la stratégie israélienne à Gaza. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Oui, depuis le début de la guerre, Tsahal a utilisé principalement 2 outils d'intelligence artificielle. Le premier s'appelle Lavender, le second s'appelle Absora. Concrètement, comment ça marche? Lavender, c'est une base de données qui recense des suspects ou des personnes qui auraient des liens avec le Hamas ou le djihad islamique palestinien. L'algorithme de cet outil, il a été entraîné à partir d'une base de données de membres confirmés du Hamas. Et la base de données, elle est très importante. Il y a jusqu'à 37 000 personnes qui auraient été identifiées par Lavender comme des cibles potentielles. Concernant Absora, c'est un système qui recommande des cibles. C'est-à-dire que son rôle, c'est de traiter très rapidement de gros volumes de renseignements basés sur des drones ou alors des communications qui ont été interceptées pour générer ensuite des cibles potentielles à frapper. Donc les 2 outils se complètent, mais il y a quand même une différence qui est fondamentale. Lavender, ça marque des personnes pour les inscrire ensuite sur une liste noire, alors que Absora, ça marque des structures ou des bâtiments depuis lesquels, selon Tsahal, les terroristes opèrent. Et les avantages de ces systèmes, Mathias, ils sont nombreux. Déjà, la base de données et de cibles, elle est beaucoup plus importante qu'auparavant, mais c'est surtout un gain de temps. Déjà pour trouver des cibles, et puis aussi pour agir. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un œil humain qui va vérifier le travail qui a été fait par l'intelligence artificielle, mais il n'y consacrera que 20 secondes avant de décider si oui ou non une attaque peut être menée. Et enfin, selon l'armée israélienne, l'intelligence artificielle a aidé à localiser des otages et a donc facilité beaucoup de tâches qui ont été menées depuis le début de la guerre. En revanche, et c'est l'inconvénient de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'il peut y avoir des victimes collatérales, sachant que la fiabilité de ces systèmes est estimée à 90%, donc il y aurait 10% d'erreurs qui peuvent être commises.
Merci. Chani, Jérémy Makowski, expert en cybernétique et cyberrenseignement et ancien officier des renseignements de la police et de l'armée, du cyber-renseignement plus exactement. Merci d'être avec nous, Jérémy. En quoi l'IA a révolutionné ou va révolutionner le combat moderne? Bonsoir Mathias. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, mais comme toute autre technologie avant, peut fondamentalement changer la façon de combattre sur le terrain. En effet, dans le cadre de l'intelligence artificielle, on voit que ça permet de traiter très rapidement et à très grande échelle un grand nombre d'informations et de données provenant de sources différentes. On peut parler d'images provenant de satellites, d'avions de reconnaissance, de drones, aussi de communications électroniques, cyber, de vidéos et même d'informations provenant de militaires sur le terrain. En fait, comment ça se passe? Toutes ces données vont être analysées, corrélées. Il y a des modèles et des schémas qui vont être appliqués selon si on souhaite... En temps réel. En temps réel. Selon si on souhaite viser, par exemple, un individu ou un groupe d'individus ou une infrastructure. Il y a des modèles spécifiques qui sont appliqués avec des schémas. Ça peut être des schémas comportementaux, ça peut être sur la structure d'un bâtiment, la façon dont il est agencé. Et toutes ces données, en fait, vont pouvoir être utilisées à la prise de décision pour cibler une entité ou non. Est-ce que les Israéliens ont réellement été les premiers à comprendre l'utilité de cette technologie sur le terrain de combat? Alors non, parce qu'en fait l'armée américaine l'utilise déjà depuis un certain nombre d'années. Ils utilisent des systèmes, ce qu'ils appellent des systèmes ATR, Automatic Targeting Recognition, qui sont des systèmes automatiques de reconnaissance de cibles. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'ils utilisent ça. On peut citer aussi le projet Maven, qui est un projet du département de la défense américaine qui a été créé en 2017 et qui visait à intégrer l'intelligence artificielle et des modèles d'intelligence artificielle dans des flux de renseignements pour la prise de décisions stratégiques au niveau des cibles militaires. Et on a pu le voir aussi pendant la guerre avec l'Ukraine et la Russie. La Russie utilise aussi l'intelligence artificielle dans le traitement d'informations pour les images de leurs drones. Donc en effet, Israël n'est pas vraiment le premier pays à l'utiliser en situation de combat. Maintenant, c'est vrai que la lumière a été beaucoup mise sur l'utilisation qu'Israël en a faite à Gaza, voilà, tout à fait. Ou dans d'autres secteurs, peut-être au Liban, au Sud-Liban, ou en Iran, ou au Yémen. Ce n'est pas une science exacte, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut éventuellement avoir des défauts? Ouais. D'abord, et surtout, on va rétablir, elle ne peut pas prendre le pas sur l'homme. Non, tout à fait, elle ne peut pas prendre le pas sur l'homme. Alors, comme tout système technologique, oui, il peut y avoir des erreurs. Il n'y a aucun système qui est infaillible. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est des outils qui peuvent être très utiles, mais ils ne peuvent en aucun cas se substituer au jugement humain. L'homme doit rester maître de la décision finale. Et c'est vraiment des outils qui sont là pour aider et assister le renseignement humain à la prise de décision. Donc, vous confortez finalement le fait que certains accusent et disent de l'IA en terrain de combat qu'elle est une loterie. Or, la plupart des experts disent non, ça aurait pu être une loterie si c'est la machine qui décidait. Or, c'est l'homme qui décide. Tout à fait, tout à fait. Alors, je sais que l'IA peut être parfois très décriée, surtout dans un contexte militaire, mais il faut bien comprendre que c'est des systèmes qui sont constamment alimentés par des renseignements. Et plus on alimente ces systèmes avec des renseignements de bonne qualité, et moins il y a de chances d'erreur. Mais effectivement, c'est l'homme qui décide au final et c'est pas la machine. Et en aucun cas, surtout dans un contexte militaire, il faut se fier aveuglément à la technologie. Il faut que l'homme reste maître de cette technologie. Et un point aussi qui est très important, on a eu tendance à le négliger ces dernières années, c'est de coupler toutes ces technologies avec du renseignement humain. On a pu le constater que parfois on a un manque cruel de renseignement humain et c'est très important entre guillemets, de mélanger les deux. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que un agent de renseignement qui est déployé sur le terrain ne peut pas aller de partout sans être forcément discret. Donc ça veut dire qu'il va coupler ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il collecte avec les renseignements de la machine. Tout à fait, tout à fait. Le renseignement humain a une chance que parfois la technologie ne peut pas donner, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'avoir des contacts avec une population locale ou de pouvoir voir vraiment physiquement des infrastructures ou des choses que avec la technologie on ne peut pas toujours faire ou alors on a des doutes. Donc c'est très important de coupler ces deux types de renseignements pour avoir quelque chose de vraiment précis et ensuite prendre la décision au niveau renseignement ou au niveau stratégique. L'IA est une science presque indéfinie. Elle peut aller très très loin si on ne lui donne pas des barrières. La prochaine étape, c'est quoi, en clair ?
Alors tout à fait, l'IA et surtout dans le domaine militaire, à l'heure actuelle, il n'y a pas de contexte international juridique, c'est quelque chose qui reste quand même assez flou. Il y a bien les Nations Unies qui, en décembre 2024, se sont penchées sur la question et ont adopté une résolution qui est la résolution 79-239, qui vise à un peu évaluer l'impact de l'intelligence artificielle dans un contexte militaire sur la sécurité internationale et sur la paix. Donc en fait, en gros, les Nations Unies demandent à certains experts de se pencher sur la question et de voir quel serait l'impact et dans quel contexte on peut, entre guillemets, utiliser l'IA. Maintenant, il n'y a clairement pas, à l'heure actuelle, de règles, que ce soit juridique ou de cadre international qui est défini par les Nations Unies ou par une autre institution, ce qui fait que ça reste quand même un peu flou. Je vous coupe, il nous reste quelques secondes. Si les États possèdent l'IA, les terroristes aussi? Alors non, parce qu'en général, c'est un raccourci qui est quand même un peu simple, parce qu'en général, ces algorithmes qui sont développés et ces systèmes sont des systèmes qui sont classés secret défense et qui ne sont pas accessibles aux civils, loin de là. Ce sont des choses purement militaires et qui sont très bien protégées. Ou alors un terrorisme d'État version peut-être Iran, mais ça pour l'instant, on ne sait pas. Ça, on ne le sait pas. Merci Jérémy Makowski d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous arrivez, je ne sais pas comment, mais à vulgariser la technologie et les nouvelles technologies. Donc merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro de Défense. On se retrouve très vite sur i24 News, bien évidemment. L'information continue. Restez connectés.